Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 décembre 2022. Alors, plus tôt en soirée, Fabienne et moi sommes allés nous balader et nous sommes arrêtés dans un Renaissance. Renaissance, c'est un magasin où on vend des articles d'occasion, des vêtements, des livres, des DVD. Et j'étais en train de regarder les livres, justement. Et il y a un type qui n'avait visiblement pas toute sa tête m'interpelle en me disant: Monsieur, ceci est un bon film comique, surtout à la fin, quand le bateau coule. Alors, d'un petit coup d'œil furtif, je regarde le boîtier du DVD qu'il me tend et je reconnais le film Titanic. Plus tard, le même étonnant personnage ira compléter son achat au comptoir et à la caissière, il dira: J'ai des amis marocains, mais je refuse de leur serrer la main car ils ont les mains moites. Alors, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. En fait, je ne vais pas vous parler de ce livre-là, mais je vais vous montrer la page couverture et je vais vous dire pourquoi je vais vous en reparler parce que je ne l'ai pas encore lu. Alors, je n'irai pas jusqu'à à vous parler d'un livre que je n'ai pas lu. Et vous connaissez le mot d'Oscar Wilde. Euh, il disait qu'il se refusait de critiquer les livres qu'il avait lus, car ça faussait l'opinion qu'il pouvait en avoir. Alors, et ce livre-là, c'est le titre qui m'a interpellé, mais pas que le titre. Parce que je dois confesser ici que j'ai un amour particulier pour le silence. Même si je parle beaucoup. Mais en chaque phrase, il y a du silence. Et, et j'ai un amour particulier pour le silence et quiconque fréquente la librairie pourra constater qu'il n'y a jamais, sinon rarement, de la musique. Et je pense, j'aime l'idée que je suis un créateur de silence. J'aime l'idée que la librairie est un espace, un îlot de silence. Mais il y a quand même des conversations à la librairie. Parce que la plupart de mes clients sont plutôt volubiles. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les gens du livre sont des gens bavards. Sont des types mixtes, comme disait Carl Gustav Jung. Ce sont des introvertis extravertis. Ça part d'eux et ça se tourne vers l'extérieur. Et donc, étant des types mixtes, ils n'ont pas si souvent l'occasion ne leur est pas offerte si souvent, de pouvoir partager leur passion pour tel ou tel auteur. Alors, le libraire n'est pas qu'un confesseur, il ne recueille pas que des confidences, il recueille également des enthousiasmes. Et les plus passionnés de tel ou tel sujet se donnent rendez-vous dans les librairies d'occasion. Car c'est dans les librairies d'occasion que l'on trouve ce que l'on ne cherchait pas, ou encore qu'on a l'occasion d'aller affiner leurs recherches, ou encore on trouve ce que l'on cherche. Et donc tous les passionnés de l'idéalisme allemand, pour ne donner que ce seul exemple, vont écumer sans relâche les librairies d'occasion dans l'espoir de trouver un Fichte ou un Hölderlin ou un Novalis. Et tous ces auteurs à la fois obscurs et ténébreux et limpides également, parce qu'ils ont des fulgurances qui traversent l'esprit. Et c'est ainsi donc que tous les férus, tous les amoureux de poésie, de littérature, de philosophie
fréquentent les librairies. Et s'ils ont l'occasion d'échanger avec le tenancier des lieux, eh bien, ils n'hésiteront pas à le faire. Surtout s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sera ravi de recueillir leur, leur enthousiasme. Alors, Michel Levancoyen, je ne sais pas, sans doute je le prononce incorrectement, Cerveau et silence, les clés de la créativité et de la sérénité. J'aime déjà un peu moins le sous-titre. Cerveau et silence, c'était parfait. Alors on devine, sans l'avoir lu, de quoi il est question. Eh bien, je vous ai raconté que je me souviens du fauteuil dans lequel je me suis assis et dans lequel j'ai lu pratiquement tout Kerouac il y a 40 ans. Je me souviens plus du fauteuil que des livres de Kerouac. Je me souviens, je fumais beaucoup de marijuana en ce temps-là. Et au fond, marijuana et Kerouac, c'est un mélange absolument parfait. Eh bien, je m'assoyais en début de soirée et tard dans la nuit, je refermais le Kerouac en écrasant le dernier joint. Et j'allais me coucher. Le lendemain, je recommençais, j'allais dire l'exercice, c'est pas vraiment un exercice, je recommençais le périple. Et je me recouchais. Alors, si vous me demandez quel souvenir je conserve des titres des livres de Jack Kerouac, ben, je serais bien en peine de vous dire ce que j'ai retenu. J'ai retenu une petite musique jazzistique. J'ai reconnu une Amérique que l'on parcourt en tous sens, sans but. J'ai reconnu un désarroi aussi. Un désarroi des soirées qui finissent mal. Des aubes blafardes. Des amis peu fiables. Des gueules de bois. Des excursions au bord de l'océan Pacifique. J'ai retenu le pont de Brooklyn, j'ai retenu Greenwich Village, j'ai retenu les amours sans lendemain, j'ai retenu le goût âcre de la marijuana refroidie dans la bouche. J'ai reconnu les quintes de tout. Quand on fume trop, j'ai reconnu quoi? La poésie des, des, des bâtiments abandonnés. J'ai reconnu les, les ciels de rouille. Vous allez me dire, oh, j'ai reconnu beaucoup de choses. En fait, je n'ai pas reconnu grand-chose, mais une espèce d'effet. Un effet de poésie, un effet langoureux, un effet qui s'apparente à la vie, au fond. Et je faisais ces lectures de Jack Kerouac, outre le fauteuil dont je me souviens, dans le parfait silence. Et même, parfois, j'étais agacé par le bruit des conduites d'eau. La chasse d'eau qui tout à coup se mettait à mugir. Je me souviens d'une fois aussi où j'ai entendu ma voisine faire l'amour bruyamment. Ah, ça m'a profondément marqué. En fait, si on parle au niveau du bris, du silence, rien n'est plus troublant que cette expérience auditive. Et, euh, et là, franchement, peut-être que ça allait avec la lecture de Kerouac, et peut-être que d'énervement, je me suis roulé un pétard, mais je sais qu'en tout cas, j'ai été totalement arrêté dans ma lecture. En fait, c'est peut-être ça aussi que je retiens de ma lecture de Jack Kerouac. C'est cette voisine. Je l'ai
pas réentendu après ça. Je ne sais, en fait, j'ignorais tout d'elle parce que je ne l'avais même jamais croisée dans le petit immeuble dans lequel nous vivions, elle et moi. Donc, je n'avais aucune espèce d'idée à quoi pouvait ressembler cette voisine. Mais cependant, son, son chant d'amour qui avait traversé les murs de la bibliothèque m'avait frappé de plein fouet et m'avait mis dans un état de quasi-panique. En fait, je pense même que la forme la plus pugnace de jalousie, d'envie, de goût de tuer même, hein, peut-être, des envies d'homicide, provient peut-être de ce chant, de ce chant, j'allais dire, de ce râle, parce que oui, il y a quelque chose d'à la fois qui ressemble à une agonie, à une longue plainte, mais qui est une longue plainte langoureuse, et enfin, vous savez de quoi je parle. Et je pense que là, on en éprouve, en tout cas, j'en ai éprouvé un vif sentiment de jalousie, doublé d'envie et de dépit. Alors, j'ai pensé qu'au fond, toute la jalousie humaine reposait là-dessus, sur cette infinie jouissance qui nous est interdite. Alors, tous ces malheureux qui n'ont jamais l'occasion d'expérimenter cette harmonie des corps, cet épanouissement des épidermes, eh bien, ceux qui en sont privés sur une longue durée, eh bien, je pense qu'il y a de quoi devenir fou. Alors voilà, finalement, Jack Kerouac m'aura appris beaucoup de choses. Il m'aura appris qu'il faut lire en silence et que les cris d'amour qui nous sont offerts inopportunément et dans lesquels nous ne sommes que des témoins auditifs, captifs, c'est peut-être là la naissance du meurtre. Parce que je vois mal qu'est-ce qu'on peut envier de plus que l'extrême jouissance de l'autre. Cet autre-là qui... C'est pas juste l'avoir des belles voitures, des beaux vêtements, des belles maisons. Ça, je vous dirais, ça, c'est l'envie ordinaire. Mais l'envie existentielle, là, qui monte des cellules, qui monte des organes, cette envie-là, cette recherche éperdue de l'oasis, de l'extase charnelle, qui nous est refusée, qui est refusée à certaines. Parce qu'au fond, rien n'est plus intéressant que cela. Sans doute. Moi, j'avais dit à un ami qui avait été mortifié par un ami qui n'est plus un ami, qui avait été mortifié par cette confidence, je lui disais, c'était justement cette possibilité offerte par l'amour physique, qui n'est pas sans issue, comme disait l'autre. Eh bien, sans cette promesse de bonheur, sans doute, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Les livres m'ont maintenu en vie et l'amour m'a offert davantage. La promesse de l'amour, la quête de l'amour, la possibilité de l'amour. Houellebecq rend très bien ça, rend bien compte ce désarroi des deux sexes. Hein. De ce point de vue-là, Houellebecq il décrit même le désir féminin. Je ne sais plus dans lequel de ses romans. Il décrit bien le désir féminin et il le met à jour. C'est assez étonnant parce que la plupart du temps, les
les hommes, ce même ami, qui n'est plus un ami, il parlait de l'orgasme féminin comme un Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a jamais vu. Eh bien, je pense que ça en disait davantage long sur lui et sa manière d'entrer en relation que sur, sur les femmes. Alors, c'est le même homme qui s'étonnait de cette quête inapaisée, inapaisable. Et c'est cette quête-là qui m'a empêché de sombrer totalement dans le désespoir. Eh bien, qui jugeait ne rien comprendre, finalement, à la sexualité des femmes. Et Houellebecq, en tout cas, il rencontre bien ça. Comment ce désir-là peut être vif, douloureux, malaisant, qui peut... Et que les femmes même, certaines femmes en tout cas, plutôt les femmes, comme dit Lacan, la femme n'existe pas, certaines femmes, eh bien, on subissent avec désolation cette absence de complicité charnelle avec, avec l'autre. En fait, finalement, c'est une vidéo sur Jack Kerouac que je fais. Ben oui, ce sera une vidéo de Jack Kerouac qui m'aura appris à lire en silence. Voilà. Et qui m'aura appris... ben finalement, il m'aura appris beaucoup de choses, Jack Kerouac. Il serait peut-être temps que je le rouvre. Je n'ai pas rouvert un Jack Kerouac depuis 1982. Ça fait 40 ans. Et souvent, mes jeunes amis, parce que j'ai des jeunes amis qui s'intéressent beaucoup à la littérature, aux livres, ils me demandent mon avis sur tel auteur. Et je leur dis toujours, j'ai des vieilles lectures dans le corps. J'ai du millage, là. Et des milliers de livres ont passé, sous mes yeux, et non pas sur mon corps. Des milliers de livres ont passé sous mes yeux depuis que j'ai refermé le dernier livre lu de Jack Kerouac. Je vous ai raconté, je pense que c'est le 12 mars, son anniversaire, je vous ai raconté lors d'une vidéo commise le 12 mars dernier, en 2022, que j'avais eu pour cliente, il y a quelques années ici, sur la rue Bélanger, la fille d'un des personnages, et que j'avais renoncé à vous lire ce qu'en disait Jack Kerouac. La fille d'une amoureuse qu'il avait eue, il raconte ça dans les souterrains. Et il avait eu une aventure amoureuse avec une femme noire ou une métisse, peut-être noire ou métisse, là, je ne me souviens plus. Et sa fille qui me demande, elle cherchait les souterrains à la librairie. Et bon, je ne l'avais pas en stock. Et là, elle m'a confié être la fille de cette femme noire qui vivait dans Greenwich Village et qui a été l'amante de Jack Kerouac. Fait que c'est assez surprenant. Hein? Puis je vous ai raconté aussi, là j'étais à Côte-des-Neiges, ça doit faire 8 ou 9 ans. J'avais pris des cours comment... Après 20 ans de métier, je devais juger que j'avais besoin de cours. Comment gérer une business. Voilà. Comment augmenter son chiffre d'affaires, l'achalandage, fidéliser les clients, tout ça. C'était offert par un organisme chargé d'aider les gens d'affaires à Côte-des-Neiges. Et j'avais comme client, pas comme client, vous voyez, beau lapsus, j'avais comme compagnon de classe, si je peux dire, le petit-fils d'Ernest Hemingway, qui s'était établi à Montréal et qui avait parti, je ne sais pas si ça avait bien fonctionné, je ne sais pas si ça existe encore, dans Notre-Dame-de-Grâce, un café qui portait le nom d'Hemingway ou quelque chose comme ça. Et lui, donc, il était le petit-fils d'Hemingway. Alors, on regarde, qu'est-ce que ça peut être d'être le petit-fils d'Hemingway?
C'est quoi la vie quand tu es le petit-fils? À quoi ressemble ta vie quand tu es le petit-fils d'Hemingway? Alors tout ça pour dire, cerveau et silence, je vais revenir là-dessus, je vais le lire. Hein? Je ne serai pas comme Oscar Wilde, je vais me laisser influencer par le contenu du livre. Mais assurément, on vit dans un univers qui est silencide, supporte pas. On vit dans un univers marchand qui ne supporte pas le silence. Et certains commerces ou certains restaurants, dès qu'on y entre, on est agressé par ce qu'ils appellent de la musique. Je ne sais trop, là, en tout cas. Et c'est rare, en fait, que la musique n'est pas agressante. Alors, sans doute, ils imaginent, en tout cas les propriétaires, que ça stimule les ventes. Pour ma part, ça stimule que mon envie de déguerpir le plus rapidement possible. Alors, c'est ça aussi lire, hein? C'est que lire, ça provoque du silence autour de nous. On a besoin de s'entourer de silence pour entrer dans le corps du texte. Et en même temps, le lecteur orant, le lecteur méditatif, crée une onde de silence autour de lui. Et cette onde de silence-là, de poche en poche, peut-être qu'elle fait de telle sorte qu'on réussit à créer des digues de silence. Il faut trouver le moyen, en tout cas, de conserver son esprit. Il faut trouver le moyen de conserver les conditions qui permettent l'épanouissement de notre esprit. Alors, je vais le lire et je vais vous en reparler. J'allais vous parler de quelque chose d'autre. Et puis finalement, je ne vous en parlerai pas. Pas pour l'instant. De toute façon, sachez une chose. Avec moi, rien n'est important, mais tout compte vraiment. À demain.